Il faut que ça soit comment tu fais achat, complètement différent. achat malheureux, Oh, malheureux. achat abandonné, quoi, tu Ah, un vois? truc de la SPA? Un vieux? Je vous propose de commencer, ça vous va, Julia et Mathieu? Euh, je vois qu'il y a toujours par contre des gens qui sont bloqués dans la salle d'attente. Je sais, moi je peux pas les débloquer. Euh, et ben, en tout cas, bienvenue à tous pour ce webinaire consacré au budget 2026. Peut-être juste vous dire un mot. Donc moi, Paul Mongetin, je suis le délégué général du MOVES. Le MOVES, donc, qui est un mouvement d'entreprise d'économie sociale et solidaire qui est coprésidé par Mathieu Castin, qui va participer à la présentation avec Julia. Et simplement pour vous dire que donc nous, le MOVES, on est un mouvement d'entreprise. On était engagé aux côtés de Faire Finansol dans le cadre du projet de loi pour 2026 de finances pour défendre un certain nombre de mesures, d'avantages, en particulier liés à l'agrément ESUS, et Mathieu y reviendra. Ça fait partie de notre plaidoyer de promouvoir cet agrément et tous les avantages qui sont offerts par cet agrément. Et aujourd'hui, ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre d'un programme qui s'appelle les US Academy, qui est un cycle de webinaires et d'ateliers voilà, qu'on organise à intervalles réguliers, ouverts à tout l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, tout simplement pour répondre à des problématiques du quotidien, participer à un travail de veille, voilà, vous informer. Et voilà. Et donc, on organisera prochainement, enfin demain, un webinaire sur le mécénat de compétences. Si ça vous intéresse, on vous enverra un lien tout à l'heure. Et puis, voilà, dans les prochaines semaines, sur les sujets de gouvernance, etc. Sans plus attendre, je vous laisse la parole, Mathieu, Julia, et puis je vais partager peut-être la présentation de mon écran. Merci. On peut peut-être se présenter et comme ça, je laisserai introduire Julia du même coup le début de la présentation. On pourra présenter le sommaire aussi. Merci à tous les présents et très heureux d'inaugurer ce premier temps fort loi de finances ESS-ESUS. On verra qu'il y a pas mal d'actualités. La loi ayant été promulguée vendredi, donc on n'a pas chômé ce week-end pour la décrypter. En tout cas, moi, je suis Mathieu Castin, donc j'ai cofondé Finacop il y a une douzaine d'années. Et j'ai également cofondé le MOVES il y a 3 ans. MOVES qui est un jeune mouvement avec une vieille histoire, puisqu'on était très nombreux à militer dans beaucoup de réseaux, notamment chez Faire Finansol, chez le mouvement Impact France, auparavant le MOVE, pour ceux qui connaissent les petites histoires. Et donc, MOVES, c'est une mouvement d'entreprise écologique, sociale et solidaire, parce qu'on défend aussi une vision de l'utilité écologique, au même titre que l'utilité sociale. Et on défend les entreprises de l'ESS les plus engagées, parmi lesquelles les ESUS. Et donc, je passe la parole à Julia sans plus attendre pour se présenter et inaugurer peut-être le sommaire. Merci. Merci beaucoup Mathieu, merci Paul. Moi je suis Julia. Merci à toutes et tous de nous rejoindre pour parler loi de finances et ses implications, notamment pour les ESUS. Donc je suis responsable des affaires publiques de l'association FAIR,
qui gère notamment le label de finance solidaire Finansol, qui est attribué à plus de 190 produits d'épargne et d'investissement solidaire, donc qui investit en grande partie dans des ESUS. Pour redire peut-être un petit mot de FAIR, on est le collectif des acteurs de la finance impact sociale et on rassemble plus de 150 acteurs qui peuvent être des réseaux bancaires, des gestionnaires d'actifs, des entreprises solidaires, des ESUS en grand nombre, des ONG, des personnes qualifiées, vraiment tous les acteurs de l'écosystème qui veulent mettre en lien des épargnants avec des projets à fort impact environnemental et social sur la société. Et on a donc eu la chance de travailler avec le MOVES, donc tout au long du processus législatif du projet de loi de finances, pour faire une place en fait à la finance solidaire et à l'encouragement des investissements dans les ESUS, dans un projet de loi qui, il faut le rappeler au départ, n'était pas très finance solidaire friendly. Donc, vous avez peut-être suivi de plus ou moins près les rebondissements qu'a connu ce projet de loi de finances. Il a été finalement promulgué fin de semaine dernière. Donc, c'est la fin d'un long processus qui a commencé en octobre dernier. Et donc, on prend ce temps pour aujourd'hui décrypter un peu ensemble qu'est-ce que ça change. Est-ce qu'il y a du positif, du négatif, un peu des deux? Et donc, moi, je vais parler en particulier. Alors, je ne sais pas pour le sommaire si c'est. Ouais, je peux le Je présenter commence pour parler. Ouais, Vas-y, je te on laisse. peut- Paul, on peut tourner vers le sommaire, si ça te va. Donc, on va vous parler, rappeler un peu la séquence PLF et tous les rebondissements, le contexte dans lequel ça s'est inscrit. On décryptera les dispositions, notamment spécifiques ESS-ESUS et des dispositions plus générales qui peuvent intéresser l'ESS. On en profitera pour parler des actus de l'année 2026 et des prochaines mobilisations, notamment pour les prochaines lois de finances, mais pas que, parce on pense à la stratégie nationale de l'ESS qui est en train de se construire. Vos questions, on en a déjà reçu pas mal, qu'on a essayé d'intégrer dans le webinaire d'aujourd'hui, mais vous pourrez aussi les poser ou les reposer. Et enfin, conclure. Je propose sans plus attendre de passer la prochaine slide. Peut-être rappeler le contexte. Alors, c'était une année un peu exceptionnelle parce qu'on connaît le contexte budgétaire de plus en plus contraint. On a vu que finalement, on est allé vers un 49.3 alors que ce n'était pas ce qui était prévu au début, que finalement, les urgences sociales et écologiques ne sont pas ressorties outre mesure, même si on a réussi à défendre un peu l'existence, qui était déjà un objectif en soi, et à faire passer des nouvelles dispositions qu'on travaillait depuis de nombreuses années. Donc, on sait que le plaidoyer lobbying, des fois, on travaille sur des sujets pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, et il faut savoir se montrer présent quand il y a des opportunités. Donc, on verra ce qu'on a pu réussir à obtenir. On a eu des choses assez exceptionnelles. On a même Premier ministre qui dépose un 49.3 en déposant des recours au Conseil constitutionnel face à ses propres dispositions. Donc, c'était assez inédit. Finalement, ça a été validé en tout point quasiment par le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que ça a aussi traîné dans le temps. Et ensuite, nos actions, on a rappelé les liens entre MOVES et FAIR, mais aussi plein d'autres réseaux pour porter des dispositions communes, parce que c'est clair qu'il faudra adresser un plaidoyer de manière commune, surtout les prochaines années. On a mobilisé pas mal de parlementaires, focalisé là où on pensait qu'on avait plus de chances, donc sur l'IR-PME et sur les notions d'innovation, qui sont des notions qui parlent pas mal au gouvernement actuel. Et puis travailler aussi, il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Depuis plusieurs années, le JEI, ça fait 7 ou 8 ans que c'était travaillé déjà au sein du mouvement Impact France. Voilà pour la petite intro. Et je repasse la parole à Julia. Super, merci Peut-être Mathieu pour tourner, ce petit Paul. retour sur la séquence. Alors, je vais rentrer directement dans le dur et dans le technique. N'hésitez surtout pas, hein, si jamais vous avez des questions, vous pouvez peut-être les écrire dans le chat et on pourra y revenir plus précisément. Je vais donc commencer directement avec l'actionnariat solidaire. Pour vous en parler un petit peu, parce que c'est un dispositif qui a toute une histoire, il y a 2 dispositifs principaux d'incitation à l'actionnariat solidaire. Donc l'actionnariat solidaire, c'est-à-dire les citoyens qui vont en fait prendre des parts dans des structures solidaires. Il y en a 2, alors qui sont des acronymes un petit peu barbares, mais auxquels on finit par s'habituer. Ils sont IRPME-ESUS et IRSEEG.
donc qui consiste à des incitations fiscales pour les prises de capital dans les structures donc agréées ESUS. Et la spécificité de SIEG, c'est pour les structures agréées ESUS qui ont en plus conclu un mandat SIEG, donc il y a un mandat de service d'intérêt économique général, qui est un régime européen un petit peu particulier qui reconnaît en fait une forme de délégation de service public et qui permet d'accorder des aides d'État un peu particulières aux entreprises qui ont conclu ce mandat. Donc, il faut savoir que ces dispositifs, ils arrivaient là, à la fin de l'année 2025, à une période un peu charnière. C'est-à-dire que, étant donné que dans l'Union européenne, de manière générale, les aides d'État sont par principe interdites, étant donné qu'on veut garder une compétitivité, un level playing field, comme on dit, entre les différents États membres, on n'autorise pas les États membres à donner trop d'aides d'État à leurs entreprises nationales, mais il y a des exceptions. Pour avoir des aides d'État comme des incitations fiscales à l'investissement, il faut aller demander l'autorisation de l'Union européenne, donc par une procédure de notification. Et pour ces aides spécifiques, IRPM, ESUS et IRSIEG, on arrivait à la fin de la période de notification. C'est-à-dire qu'ils étaient autorisés pour 5 ans, jusqu'au 31 décembre 2025. Et ensuite, leur avenir était un petit peu dans la balance. C'est-à-dire que si rien n'était fait pour renouveler les aides et aller les renotifier à la Commission européenne pour une nouvelle période, les aides auraient disparu. Vous avez peut-être vu les années précédentes qu'il y avait toujours un enjeu autour de ces aides tout de même, puisqu'il s'agissait de fixer le taux de ces incitations. Il y avait un plaidoyer qui était assez fort de la part de plusieurs réseaux de l'ESS pour pouvoir relever ce taux de 18% à 25%, pour pouvoir garder une incitation qui soit significative et qui puisse vraiment inciter à l'investissement dans ces ESUS. Mais cette année, c'était encore plus important de pouvoir trouver une place à cette incitation dans la loi de finances, puisque sinon, on n'avait pas l'enjeu de tomber à 18%, mais bientôt. Donc, c'est après beaucoup d'allers et de retours. Pardon, si on peut revenir à la slide précédente, pardon. Après beaucoup d'allers et retours et de rebondissements, les aides ont finalement été prolongées, donc renotifiées pour une nouvelle période de 2 ans. On espérait que ce soit peut-être plus long. On sortait d'une période de 5 ans. On espérait peut-être repartir sur la même. Pour l'instant, c'est 2 ans. Et le taux continue d'être fixé à 25%. Le point très intéressant, c'est que c'est rétroactif au 1er janvier. Même si la loi a été promulguée là en février, le taux de 25% s'applique à partir du 1er janvier à 25% sans qu'on pose aucune question jusqu'au mois d'octobre. Et ensuite, il faudra qu'on ait une confirmation de la Commission européenne qui nous permettra d'aller jusqu'au 31 décembre 2027. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, étant donné que le risque qui était présent, c'était qu'on tombe à 0%. Ceci dit, il nous reste encore pour nous un peu de chemin à parcourir, étant donné que ces incitations à l'actionnariat solidaire sont encore conditionnées à des limites d'âge et de plafond que le secteur ne trouve pas adaptées aux entreprises solidaires, aux ESUS, notamment le fait que c'est des aides qui sont réservées aux entreprises relativement jeunes, c'est-à-dire qui ont moins de 10 ans après leur première vente commerciale, sachant que la première vente commerciale est caractérisée par un chiffre d'affaires dépassant 150 000 euros. Donc, c'est une limite qu'on espérait pouvoir adresser à travers la loi de finances. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on reste sur un espèce de status quo par rapport aux années précédentes, qui nous laisse 2 années supplémentaires pour pouvoir travailler à des solutions pour notamment faire sauter cette limite d'âge et pour pouvoir permettre de soutenir les ESUS tout au long de leur cycle de vie. Il faut savoir, alors, et là je sors un petit peu du contexte national pour arriver au niveau bruxellois où se passent, comme vous l'avez compris, beaucoup des discussions en ce qui concerne les aides d'État et notamment les incitations fiscales, qu'il y a une révision européenne assez majeure d'un texte qui s'appelle le RGEC, mais en gros qui cadre les aides d'État qui sont autorisées. Et cette révision devrait aboutir normalement en 2026-2027. On mène aussi un plaidoyer avec les mêmes acteurs qui travaillent sur le PLF au niveau européen pour pouvoir avoir plus de liberté dans le cadre de ce texte européen de délivrer des aides d'État, notamment à vie, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait assez peur en Europe parce que on est plutôt sur une catégorie d'aides d'État aux PME qui vont peut-être être en phase d'amorçage et donc qui justifient par leurs besoins de financement spécifiques à leur phase de développement une aide d'État. Donc ça, c'est très accepté au niveau européen. Par contre, le credo européen en ce moment par rapport à ces aides, c'est que si après 10 ans, on n'a pas réussi à trouver son business model et donc on n'est pas lucratif, l'aide d'État n'a plus lieu d'être, on ne va pas rester sous perfusion et donc l'aide d'État doit disparaître. Donc le plaidoyer
plaidoyer en ce moment qui est en cours au niveau de Bruxelles, c'est de dire que le besoin des ESUS, en fait, il n'est pas du tout conjoncturel, il est structurel. C'est-à-dire que comme les ESUS font face à une défaillance de marché du fait de leur lucrativité limitée, l'aide d'État est justifiée tout au long de leur cycle de vie. Donc, pardon, je m'étends un petit peu sur la question, mais tout ça pour dire qu'il nous reste encore du chemin à faire. On a encore 2 ans où ces incitations fiscales vont pouvoir s'appliquer dans la même manière qu'elles le sont depuis 2020, mais qu'il y a encore une étape supplémentaire à franchir pour pouvoir vraiment en faire bénéficier toutes les ESUS qui en auraient besoin. Et juste, Donc, Julia, le plafond, vas-y. est-ce qu'il ne va pas augmenter à 16,5 Oui, pardon, millions suite à la effectivement. publication d'un décret dans les 2 mois? Oui, effectivement, Ouais. effectivement. Ça, c'est une petite imprécision de ma slide. Il y a quand même un rehaussement du plafond de 15 millions à 16,5, qui est un peu en dessous, évidemment, de ce qu'on espère, mais qui fait déjà une petite marge. Encore une fois, on a un petit coussin sur 2 ans qui devrait nous permettre de continuer à avancer. Tout à fait, bien Parfait. noté, Mathieu. Mais ça, on vous transmettra une note IRPME Mm. sous peu. On attendait que tous les articles soient bien publiés aussi au journal officiel, parce que les articles n'étaient pas modifiés ce week-end. Vous aurez plus de détails et la slide vous sera transmise aussi. Super, merci. Le deuxième point que je voulais aborder, et peut-être que du coup, Mathieu, tu pourras aussi compléter, parce que c'est assez, c'est une victoire qui vient après plusieurs années de plaidoyer également, c'est l'apparition d'un nouveau dispositif, ou plutôt en fait l'ouverture d'un dispositif aux ESUS, le dénommé IRJEII, et donc JEII pour Jeunes Entreprises d'Innovation à Impact, et qui ouvre du coup des nouvelles possibilités d'incitation, d'exonération, et donc en fait pour les entreprises innovantes disposant de l'agrément ESUS ou bien disposant de la qualité de SCES, donc de Société commerciale de l'ESS. Il y a quelques autres petites conditions pour pouvoir être éligible à ce statut de jeune entreprise innovante à impact. C'est effectivement d'être jeune, donc d'avoir moins de 8 ans d'existence et d'être innovante, c'est-à-dire de réaliser des dépenses de R&D qui sont entre 5 et 20% des charges. Donc pour ces entreprises, à quoi est-ce qu'elles vont pouvoir avoir accès? Alors déjà, il y a une incitation fiscale à l'investissement qui est plus avantageuse encore que l'IRPME, ESUS et l'IRSUG, qui est de 40% pour les entreprises qui ont été créées avant 2024 et qui peut monter jusqu'à 50% pour les entreprises encore plus jeunes. Il y a aussi d'autres formes d'avantages sous forme d'exonération de cotisations patronales d'impôts. Et donc qui pourront concerner également les associations qui pourraient être agréées ESUS, qui pourraient se voir exonérées. Ouais. Les Vas-y, assos Mathieu. fiscalisés, en fait, il faut être une entité Mm. fiscalisée, donc peu importe la forme juridique. Même dans des cas très rares, on peut avoir des fonds de dotation et des fondations partiellement Mm. fiscalisées. Et puis les exos de cotisation patronale, donc c'est pour les salariés qui sont majoritairement affectés aux fonctions R&D, les salariés mandataires sociaux. Mm. J'en profite peut-être puisqu'on va ensuite partir un petit peu, faire un petit pas de côté, pour prendre les petites questions qui sont dans le chat, comme ça on boucle ce chapitre technique. La question, tant que le CA n'atteint pas 250 000 euros, il n'y a pas de limite d'âge. Effectivement, en fait, le décompte des 10 ans ne commence pas tant qu'on n'a pas atteint cette première vente commerciale qui est définie par ce CA de 250K. Donc effectivement, on peut imaginer des structures qui n'atteindraient jamais les 10 ans puisqu'ils n'auraient jamais de première vente commerciale. C'est bien effectivement calculé à partir de la vente commerciale et pas de la création. Ouais, et on parle bien de chiffre d'affaires, donc on a des cas, par exemple, dans la finance solidaire, on a des fonds de capital risque solidaires qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires, ils ont uniquement des revenus financiers parce qu'ils touchent des intérêts ou des dividendes. Donc, ils n'ont pas de ligne de chiffre d'affaires et des fois, ils ont des subs. Donc, eux, quasiment ad vitam aeternam, ils peuvent se revendiquer de l'IRPME. Voilà. Sur le risque de non-reconduction, suite en fait à l'approbation de la Commission européenne, alors il y a toujours un risque, forcément, mais il est quand même minime, sachant que c'est une incitation, alors à travers nos travaux de plaidoyer, mais pas uniquement, auquel la Commission a été très très acculturée. Et c'est une incitation qui a été en fait, il y a toujours eu des échanges chaque année avec la Commission sur la question, notamment sur les questions du taux. Et tous les ans, ça a été approuvé, alors avec forcément des délais un peu incompressibles, qui sont les délais administratifs de consultation de la commission, de publication de décrets et compagnie. Mais si, en fait, le plus gros risque
que moi je vois, ce serait qu'on lance la procédure auprès de la commission un peu tard et que du coup, il y ait une suspension du taux jusqu'à ce qu'on reçoive l'approbation de la commission. Donc, il pourrait, ça, ce serait pour moi, ce serait le pire scénario. Normalement, et ça, c'est d'entre les mains de l'administration, mais les notifications de ce genre, ils les lancent assez en amont pour qu'on puisse en fait avoir un tuilage qui soit correct. Normalement, la non-reconduction est un risque très très faible. La suspension jusqu'à réception de l'approbation peut être un peu plus significatif. Alors après, là, je me projette vraiment dans des hypothèses. Il n'y a rien de, enfin, il y a rien de certain. Mais normalement, étant donné l'acculturation, et puis en fait, c'est une procédure de notification qui est devenue finalement habituelle au fil des années, normalement, ça devrait faire un tuilage efficace. Donc, on devrait avoir un 1er janvier 2026, 31 décembre 2027 effectif. Ce qui serait une bonne nouvelle étant donné qu'on a quand même déjà eu dans le passé des expériences où ça prenait quelques mois de confirmer les taux. La question de la définition de l'innovation sociale, j'avoue que c'est assez épineux et c'est des choses il n'y a pas de liste finalement qui soit consolidée. Il faut qu'il y ait en fait une incertitude sur le résultat, qui soit technique, technologique ou de process. Donc, en fait, c'est un peu à défendre au cas par cas. Je ne sais pas si Mathieu, tu as des éléments un peu plus tangibles, mais c'est vrai que la définition de l'innovation sociale, ça reste un petit flou pour moi. Alors non, parce qu'on n'est pas expert. Je sais qu'il y a des dossiers qui se montent et qu'il y a très peu de cabinets qui savent caractériser et accompagner les structures sur l'innovation sociale et a fortiori l'innovation sociale et technologique. Et nous, on recommande notamment un cabinet, mais il y en a sûrement d'autres si vous avez d'autres noms, mais ELYX, je crois que c'est E2LYX, qui est spécialisé sur cette caractérisation-là. Et en effet, on a vu passer des dossiers qui sont éligibles au JEI et au CIRCI, et notamment, et la BPI a un peu publié de la documentation pour rappeler que l'innovation sociale fait partie de toutes les formes d'innovation. Il y en a au moins 6. Et c'est la capacité à répondre à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits par des méthodes collectives, collaboratives et innovantes. Donc ça, c'est la définition, je crois que c'est l'article 14 de la loi ESS. Donc il y a quand même une définition légale à laquelle se référer. Mhm. Il faut la faire accepter par les financeurs et par le fisc. Voilà. Je prends bien le point, pardon pour parler moins vite d'ailleurs. Désolée, c'est un travers que j'ai. Et la dernière question que je vois dans le chat, c'est sinon agréé ESUS, l'IR-PME n'est pas applicable. Je suis en train de Si. répondre, ouais. En fait, il y a un dispositif général hein, pour toutes les PME de moins de 7 ans et non pas 10 ans pour Mhm. les ESUS, où le taux de réduction IR-PME est de 18% et non pas de 25% pour les ESUS. Sachant qu'en sont exclues les activités financières et immobilières, donc Frédéric qui est dans l'immobilier, si tu n'es pas ESUS, tu ne peux pas bénéficier de l'IR-PME, tout comme Solico ou Village Vivant ou autre. Donc, il y a un intérêt très fort pour les activités financières immobilières à être ESUS, parce qu'elles passent de 0% d'IRPME à 25%. Voilà, c'est pour ça que ça intéresse beaucoup les activités financières et immobilières qui sont stratégiques pour le SS. C'est des leviers de mobilisation de ressources très importantes et d'investisseurs. Merci Mathieu. Super. Peut-être du coup, voilà, je voulais prendre peut-être un petit moment pour parler de quelque chose d'un peu plus prospectif, qui est une demande qui a émané du secteur aussi de l'investissement solidaire, qui est un dispositif de garantie. Alors, il faut savoir que les garanties aujourd'hui, il y a plusieurs fonds de garantie qui sont opérés beaucoup par la Banque publique d'investissement ou par France Active notamment, mais il y a un trou dans la raquette, notamment en termes de garantie en fonds propres. Il y a beaucoup de garanties dettes et il y a peu de garanties en fonds propres. Il y en a une seule aujourd'hui identifiée et qui est malheureusement trop chère pour garantir des investissements solidaires puisque les investissements solidaires, souvent du fait de la lucrativité limitée des ESUS, n'ont pas un rendement énorme. Le fait de prendre une garantie trop chère, en fait, ferait passer le rendement dans le rouge et n'est pas intéressant pour les investisseurs. C'est pour ça qu'il y a un plaidoyer qui s'est monté, notamment avec le MOVES et l'opération Milliard, pour mettre en place
un fonds de garantie pour les investissements solidaires qui permettrait aux investisseurs plutôt institutionnels de s'investir davantage dans l'investissement en ESUS. Donc, cette proposition de garantie en amont du projet de loi de finances, il a été un peu cadré et dimensionné à travers des échanges à la fois avec des ESUS, donc les bénéficiaires, et avec des investisseurs beaucoup, puisque ce serait eux qui iraient chercher cette garantie. Donc, il s'agirait d'une garantie fonds propres à un prix qui serait soit gratuite, soit très en dessous des prix du marché, qui serait réservée pour les investissements en ESUS et qui permettrait, en fait, et ça, c'est les investisseurs qui nous l'ont dit, d'encourager les investissements en amorçage dans les secteurs Allez, mais j'arrive. sous-investis. On arrive, Thibaut. À de suite. Pardon, je crois qu'il y a un micro. Pardon, est-ce qu'on peut vous demander de. Oui, voilà, de couper, merci. Couper les micros pour pas qu'il y ait trop d'interférences. Et donc, c'est une proposition qui a été portée également dans le cadre de la loi de finances. Le dimensionnement qu'on avait imaginé en interrogeant 12 fonds et family office qui sont aujourd'hui impliqués dans le solidaire, mais qui voudraient l'être plus, c'est qu'un fonds doté de 15 millions permettrait de garantir 65 millions d'investissements solidaires par an. Donc, ce qui serait en fait une augmentation assez significative, notamment sur des segments de l'investissement solidaire qui sont aujourd'hui pas très bien couverts. Donc cette proposition, elle a fait son chemin quand même, hein. Elle a été reprise par le rapporteur qui était le rapporteur pour avis au budget de l'ESS. Elle a été portée par des groupes politiques. Elle a été adoptée en commission, donc il y a quand même un soutien parlementaire. Malheureusement, elle n'a pas été intégrée au texte final, notamment du fait des remous et des rebonds qu'on a connus. Cependant, ça a permis de vraiment faire entrer l'idée et la discussion dans les débats publics. Et c'est un des sujets qui devrait être adressé à travers la stratégie nationale de développement de l'ESS, donc la SNES, comme on l'appelle en termes d'acronyme, qui devrait être publiée aussi incessamment sous peu. Donc c'est plutôt l'année prochaine que ça verrait le jour, si jamais ça devait voir le jour. Mais c'est déjà un grand pas en avant dans le plaidoyer pour mettre en place un fonds de garantie qui soit vraiment adapté à l'investissement solidaire. Parfait. Merci, Julia. Merci, Julia. Pour avoir une vision un peu plus large de ce qui s'est tramé, donc, au dernier moment, on a eu un peu un soulagement puisque on a réussi à endiguer, en tout cas ESS France, qui a poussé dans ce sens-là, et tout l'ESS a réussi à faire que les budgets qui devaient être beaucoup, beaucoup restreints, les budgets étatiques, donc, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, devaient être coupés, notamment sur les structures d'insertion par l'activité économique. Donc, finalement, les coupes drastiques ont sauté dans le 49.3. Et donc le budget de l'IAE qui baisse chaque année, il faut quand même le rappeler, finalement va voir son budget baisser de 2%. Ensuite, tout ce qui concerne les autres dispositifs étatiques, notamment DLA, financement des têtes de réseau comme ESS France et les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, ont été rétablis à l'identique. On rappelle que c'est très important, notamment si je prends l'exemple des DLA, qui aujourd'hui est surtout centré sur les structures en difficulté. Donc, c'est du dispositif local d'accompagnement, donc gratuit pour les structures de l'ESS et pour les ESUS. Voilà. S'agissant donc la fin de l'expérimentation du territoire zéro chômeur, ça a été prolongé jusqu'à 2026 aussi, en espérant que ce soit un dispositif qui se pérennise. Et enfin, donc, les nouveautés positives, donc le statut de jeune entreprise d'innovation à impact dont on a déjà pas mal parlé. Paul, je te laisse dérouler. Alors, nouveauté, ça c'était une lame de fond qui pesait sur l'ESS. Déjà en 2025, les structures qui étaient exonérées de taxes d'apprentissage, donc l'année dernière, avaient commencé à se faire rattraper par la patrouille. Donc, les mutuelles sont déjà soumises à la taxe d'apprentissage depuis 2025, avant elles ne l'étaient pas. Et désormais, il n'y a plus d'exonération. Donc, les associations, fonds de dotation, fondations, syndicats et tout organisme sans but lucratif sont soumis à la taxe d'apprentissage qui, je le rappelle, faisait partie des 4 entre guillemets, impôts commerciaux
pour lesquelles elles étaient exonérées. Donc, il y a la TVA, l'IS, CFE, CVAE, et désormais la taxe d'apprentissage n'en fait plus partie. Il faut savoir que on peut quand même être exonéré euh, de taxe d'apprentissage dès lors qu'on emploie des apprentis. Donc ça, je vous invite à vous rapprocher de votre organisme de paye pour cela, pour savoir si ça impacte votre budget ou pas. Et toutes les rémunérations d'apprentis sortent de la base de l'assiette de la taxe d'apprentissage. Donc c'est une mesure qui entre en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi, donc depuis le lendemain de vendredi dernier. Sachant que par tolérance, on attend un texte, mais l'année dernière, pour les mutuelles, il avait été dit que ça s'appliquerait le premier jour du mois suivant. Donc, a priori, à partir du mois de mars, vous devrez vous acquitter de la taxe d'apprentissage, celles qui sont concernées. Vous pouvez vous rapprocher d'autres organismes de paye. On peut défiler. Paul. Autre recul, donc on a une suppression du crédit d'impôt dans les entreprises pour le rachat d'une entreprise par des salariés. C'est une mécanique qui était proposée notamment par l'Union des coopératives, mais pas que. C'est un petit recul. Et parallèlement, alors les dispositifs outre-mer sont globalement maintenus. Il y a même des nouveaux dispositifs. C'est une question qu'on nous a posée aussi. Notamment pour favoriser les investissements productifs dans les entreprises en difficulté. Et aussi pour certains territoires, donc à disposition pour Mayotte et aussi pour la Nouvelle-Calédonie, notamment sur tout ce qui est mesures immobilières, droits de mutation, etc. On peut passer la slide suivante. On nous a posé les questions sur les mesures sectorielles. Alors, il n'y a pas beaucoup de mesures sectorielles. Sur l'économie circulaire, on pourrait légitimement être en attente. Il y a eu très peu de mesures structurantes, à part la mesure un peu phare, qui était aussi très médiatique, d'instaurer une taxe sur les petits colis de 2 euros pour les colis inférieurs à 150 euros. Et on peut se dire que finalement, la responsabilité va être transférée plus aux collectivités locales qui vont continuer à peut-être augmenter les impôts locaux sur les déchets, mais en tout cas, niveau étatique, pour l'instant, il n'y a pas de signal fort. Sur les mesures alors, alimentaires ou sociales, pareil, donc mesure quand même assez forte, plus que symbolique, de repas à 1 euro pour les étudiants qui iraient manger au Crous, que ça reste, c'était un des combats de SS France, dont ils se sont satisfaits. Et pour les dons, donc là on est pour les assos, les organismes lucratifs qui fournissent des repas, des soins, donc c'est la fameuse réduction dite Coluche, et aussi pour le soutien des victimes de violences domestiques. On est à des réductions d'hier sur les dons, non pas de 66%, mais de 75%, avec un plafond un peu rehaussé. Voilà. On peut passer. Alors, on a des mesures un peu transversales à tous les employeurs. Je voulais un peu le rappeler parce que ça peut être des petits plus aussi en termes de politique RH pour ces salariés. Vous savez que vous devez régler au moins 50% des frais de transport domicile-travail, notamment le pass Navigo en Île-de-France. Sachez qu'il y a une exonération, on peut monter jusqu'à 75% de prise en charge par l'employeur. Voilà. Et donc ça, c'est depuis l'année dernière. Ça a été prolongé. Et même 100% si vous avez des salariés, par exemple, en télétravail qui résident hors région. Donc ça peut être des choses à mettre en place. Donc c'est prolongé sur 2026. Par contre, tout ce qui est donc création d'entreprise, donc là, il y a eu un énorme coup de rabot, puisque désormais, alors, il faut savoir qu'on avait des grosses exonérations de cotisations sociales pendant les 12 mois qui suivent la date de début d'activité, et non pas la date d'immatriculation. Désormais, les exonérations de cotisations sociales pour les créateurs et repreneurs d'entreprise vont être abaissées à 25% et non pas 100%, et pour les micro-entreprises de 50 à 25% également. Et ça sera à compter du 1er juillet. Mais pour la majorité des entreprises, c'est rétroactif au 1er janvier 2026.
Et ces dernières années, on n'avait pas besoin de formuler de demande aux URSSAF ou aux autres caisses sociales. Désormais, il faut formuler la demande de manière express pour en bénéficier. Alors, on peut déjà parler des prochaines mobilisations. Euh, Sachez que de manière générale, tout ce qui est CVAE, donc là, c'est les entreprises qui ont plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires qui sont soumis aux impôts commerciaux, la CVAE va progressivement disparaître à horizon 2030. Que, étant donné la suppression de l'exonération de taxes d'apprentissage, un groupe de travail s'est déjà monté sur l'évolution de la taxe sur les salaires avec le Trésor. C'est une demande notamment du syndicat UDES et puis de plein d'acteurs non lucratifs qui est légitime parce que le coût de la masse salariale augmente et puis on voit aussi que finalement il y a peu de leviers fiscaux pour les organismes sans but lucratif. Et donc, il y a toujours cet éternel débat. On avait eu le même débat à l'époque du CICE, où il y avait eu le CICE, mais ça ne touchait pas les structures non lucratives parce qu'il fallait être soumis à l'IS. Et donc là, pareil, on peut se dire, pour le JEI, c'est pareil, si on n'est pas soumis à l'IS, on ne peut pas en bénéficier. Donc, on peut trouver une forme d'équivalence avec les entreprises soumises à l'IS. Il y a l'idée de faire évoluer le calcul de la taxe sur les salaires pour que ça pèse moins dans la masse salariale demain des organismes sans but lucratif. Donc, si vous avez des idées à nous faire remonter, on est preneur. Sur le mécénat, il y aura peut-être des évolutions. Alors, ça, c'est la grande surprise. Il y a quelques semaines, vous avez peut-être entendu parler, il y a une enquête sénatoriale qui s'est montée sur les liens de tortue entre mécénat et risque d'ingérence politique, notamment suite au plan Périclès qui a créé du remous. Donc, c'est une enquête qui vient de commencer et qui va s'étaler sur les 6 prochains mois, donc avant la prochain projet de loi de finances. Pareil, si vous avez des choses à faire remonter, peut-être qu'on fera partie des structures auditionnées sur ce sujet-là. Est-ce que, Julia, ouais, tu avais commencé à faire le lien avec politique européenne, stratégie nationale de l'ESS? Est-ce que tu veux rappeler un peu le cadre ou les consultations qui sont en cours? Bah, voilà, c'est vrai que je l'ai un petit peu mentionné, mais effectivement, en fait, il y a beaucoup des dispositions qui sont en lien avec le droit européen. Et en ce moment, ça bouge un peu au niveau de l'Union européenne. Donc, il y a notamment cette révision du règlement général d'exemption par catégorie, donc le texte qui cadre en fait quelles aides d'État peuvent être autorisées sur le marché unique, qui est en train d'être révisé. Et cette révision est la première dans l'histoire, avec l'objectif express de la Commission de trouver un cadre approprié pour l'économie sociale européenne. Ça fait suite en fait à une étude de la Commission européenne qui date de 2023, si je ne me trompe pas, qui établissait que le régime européen des aides d'État n'était pas adapté à l'économie sociale. Donc économie sociale, c'est la dénomination européenne générique pour tout ce qui est ESS. Et donc, ça fait partie des objectifs de la révision de pouvoir donner une vraie place à l'ESS dans le régime européen des aides d'État. Donc ça va être quelque chose à suivre de très très près pour voir comment est-ce que ça va influencer ce qu'on va pouvoir faire au niveau national. Il y a également d'autres initiatives qui sont thématiques, notamment sur le logement abordable, qui vont potentiellement intéresser notamment les acteurs du foncier, même si certains sont assez inquiets du fait que le logement abordable et le logement social pourraient être mis sur un pied d'égalité qui ne servirait pas forcément le foncier solidaire. Et en dehors de ça, il y a plus largement des initiatives. Enfin, il va y avoir une mise à jour, on va dire, du plan d'action européen pour l'économie sociale, qui là va arriver, on va dire, à son point de mi-chemin. Et donc, on va faire un bilan des actions qui ont été faites en faveur de l'économie sociale et se projeter dans la deuxième moitié de ce plan d'action. Et notamment, le financement de l'économie sociale européenne fait partie des grands objectifs de cette stratégie. La stratégie nationale de l'ESS, elle est déjà en fait un peu liée à un niveau plus international, puisque c'était une demande qui émanait du niveau européen que chaque État membre puisse se doter d'une stratégie nationale de l'ESS, enfin de l'économie sociale, et de comment est-ce que au niveau national,
les pays comptaient encourager le développement de l'économie sociale et avec un volet, forcément, financement qui est toujours assez central. Donc, dans ce cadre-là, il va y avoir les grandes demandes qui n'ont pas pu aboutir cette année dans le PLF qui vont être portées. Donc, notamment la question de l'âge, de la limite d'âge des structures solidaires qui peuvent bénéficier d'aides d'État, et la question de nouveaux dispositifs qui peuvent être un peu plus ambitieux et innovants, comme la garantie. Donc, on attend encore la publication de ce texte qui prend un petit peu de retard. Il était censé paraître en fin d'année 2025. Là, on l'attend plutôt dans les mois qui viennent. Et donc ensuite, ça pourra donner un peu une visibilité plutôt pluriannuelle sur là où l'État veut emmener le développement du financement de l'économie sociale. Et notamment pour faire un petit pont, et je te rends la parole, Mathieu, notamment peut-être post-présidentiel. Merci Julia. Pour le présidentiel, alors on est à la fois mobilisé, c'est-à-dire qu'on profite des années où il n'y a pas eu trop d'élections. On a mené des travaux de fond de plaidoyer en vue dès 2026, donc dès cette année, commencer à aller voir les futurs présidentialistes, les aussi députés, parce qu'on se rend compte de plus en plus que finalement la main va être donnée aux députés sur les lois de finances, même si c'était l'intention de cette loi de finances et que finalement ça a fini en 49.3, mais en tout cas, il y a des députés qui mènent des travaux de fond très important. Donc, c'est à la fois présidentielle et députation. Et donc, on profite de travaux de fond. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels on est mobilisé. On propose de mettre plus d'écologie dans l'utilité sociale, d'encadrer les partages de plus-value dans les sociétés commerciales de l'ESS, de limiter le taux d'impôt sur les sociétés pour toutes les entreprises de l'ESS et les ESUS dès lors qu'il y a des mises en réserve, comme dans les SCOP et les SIC, de proposer plus d'aide aussi sociale, fiscale, euh, plus de, plus d'aide pour les marchés publics, des clauses de faveur, etc. Donc tous ces travaux-là qu'on va mener, y compris qu'on va pouvoir mesurer, quantifier avec des mesures d'impact, vont pouvoir peser dans la balance. Et, et donc sachez que nous, on est pleinement mobilisés et qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des notions de plaidoyer croisé. C'est-à-dire qu'il y a un travail avec d'autres réseaux de l'ESS, mais pas que, pour porter une, deux, trois propositions phares, parce qu'on sait bien qu'on ne pourra pas en avoir 10 dans chaque loi. Donc, c'est aussi savoir sur quoi on veut mutualiser nos efforts et prioriser nos plaidoyers. Donc, bienvenue à ceux qui aimeraient contribuer à tous ces travaux-là. Et aujourd'hui, on sait que Fair Finance Sol, par exemple, est très mobilisé et un peu référent sur tout ce qui touche les dispositions fiscales des ESUS, tout ce qui touche l'IR-PME et l'investissement. Donc, bravo à tout ce beau travail-là. Et Peut-être peut-être sur juste les autres Mathieu, actus. Ouais, Paul, tu en voulais parler complément, aussi dire, de. non, Ouais. mais simplement dire que pour ceux que ça intéresse, on a publié une contribution justement à la stratégie nationale de l'ESS, dans laquelle vous trouverez justement toutes les propositions qu'on a défendues dans ce cadre et on va défendre dans la perspective des élections présidentielles. Et simplement dire que donc cette stratégie nationale, elle devrait être dévoilée début avril. Et dedans, pour nous, c'est vrai que ce qui est important, c'est de remporter certaines victoires symboliques qu'on voudrait porter justement dans les programmes présidentiels des différents candidats. Et Mathieu évoquait le partage des plus-values de cession, ça devrait être intégré dans la stratégie nationale. Pareil sur l'IRPMESUS, en tout cas le fait de supprimer ce plafond de critères d'ancienneté, même si voilà, il y a les contraintes européennes, ça devrait être inscrit quand même dans la stratégie nationale. Donc c'est important pour nous voilà, de remporter des premières victoires symboliques. Et puis ensuite, bah, l'élection présidentielle, on sait que c'est, comme disait Mathieu, c'est important de le préparer dès maintenant, d'aller voir les différents voilà, partis politiques, députés, pour leur expliquer bien les enjeux et en lien avec voilà, d'autres réseaux. Donc si ces enjeux vous intéressent, bah, n'hésitez pas à nous faire remonter tout simplement à Mathieu des propositions que vous voudriez qu'on intègre. Et encore une fois, voilà, vous pouvez regarder sur notre site notre contribution à la stratégie nationale qui détaille bien ce qu'on porte. Merci. Tu voulais parler de la proposition de loi aussi sur
droit à la nature, Paul. Oui, alors je l'ai enlevé, il n'y a pas de lien direct, mais simplement voilà, dire que le MOVES a contribué à une proposition de loi qui va être portée par le député Charles Fournier, qui va être annoncée le 10 mars prochain, qui vise à intégrer dans les conseils d'administration des grandes entreprises un administrateur qui représente les intérêts de la nature. Pour nous, c'est important. Alors, ça ne concerne pas l'ESS, en l'occurrence, et les entreprises de plus de 1000 salariés, mais ça fait écho à ce qu'on porte au MOVES. Et nous, on propose justement à ce que dans toutes les sociétés commerciales de l'ESS, dans l'instance de décision, il y a un représentant des salariés et un représentant des parties prenantes externes. Et voilà, donc ça, c'est plutôt sur les enjeux de gouvernance partagée. Et on organise justement un webinaire dans 2 semaines pour en parler. Donc, on vous enverra les informations. Ça touche toutes les entreprises, y compris celles de l'ESS. Merci. Alors, on peut laisser la place aux questions, même s'il y en a eu beaucoup déjà sur le chat. Si on n'a pas répondu à toutes les questions, n'hésitez pas à les reposer. Et sachez que de toute façon, on partagera ces slides qu'on pourra compléter utilement, et puis une note plus précise sur l'IRPME également, à tous les participants. Et on s'efforce de partager des actus sur LinkedIn également et sur les sites web respectifs de nos structures et sur les newsletters. Je tiens à préciser que la newsletter de Faire Finansol est très très bien fournie également. Donc, on Merci est beaucoup, discussion effectivement. souvent. Vous pouvez vous Je ne sais pas si inscrire elle est depuis notre publique site. d'ailleurs, si tout le monde peut s'y abonner, mais elle est très bien. Alors, les bénéficiaires effectifs dans les associations, à ma connaissance, on est toujours dans l'attente d'un décret. Donc, c'est-à-dire la loi est sortie, l'obligation existe, mais ni les décrets ni les outils techniques ne sont disponibles. Donc, c'est une loi qui, pour l'instant, est inapplicable en l'état, à ma connaissance. C'était la question de Sylvie. Donc, on a le lien vers la newsletter de Faire Finansol. Non, alors là, comme je le disais, c'est à partir du 1er janvier. Alors, sauf si à vérifier, mais peut-être en déclarant une date de début d'activité rétroactive, mais je ne pense pas. Je pense que ce sera compter de la date de demande aux URSSAF euh, que c'est applicable. Qu'a priori, ouais, le budget étant passé, la loi ayant été votée, malheureusement, c'est rétroactif au 1er janvier, le nouveau dispositif d'ACRE. Sauf si on est micro-entreprise où ça va se mettre en place le 1er juillet, comme je le disais. C'était la question de Violette. Il nous reste 10 minutes si vous avez encore des questions. Alors, je vois une question sur l'obtention de l'accréditation, enfin de l'agrément ESUS, du coup. Alors personnellement, j'ai pas vraiment de vue sur les délais d'obtention, mais je voulais mentionner qu'il y a un dispositif de dématérialisation de l'obtention de l'agrément qui est en cours et qui devrait normalement aboutir cette année, qui devrait normalement accélérer le processus et s'assurer d'une égalité de traitement entre toutes les demandes déposées. Donc ça, c'est plutôt une perspective à laquelle dont on est très content de notre côté, puisqu'on constatait en fait, en fonction des DRETS auxquels étaient déposées les demandes, des différences potentiellement de traitement et d'expertise en fonction des équipes. La dématérialisation, donc tout se ferait sur la même plateforme en ligne, il n'y aurait pas de différence de procédure. Ça devrait permettre de concentrer l'expertise et de le rendre plus rapide et plus fiable. C'est une Tout à perspective fait. Et 2026. je confirme même que pendant les vacances de Noël, le décret est sorti. Donc je crois que c'est le 28 décembre. Donc normalement, dès maintenant, où que vous soyez, la demande se fait exclusivement en ligne. Sauf si tu as constaté autre chose, Julia, mais voilà. Donc normalement, c'est déjà opérationnel et ça ne changera pas les délais habituellement. C'est censé améliorer les délais. Alors peut-être qu'au début, ce sera un peu difficile le temps de l'appropriation par les chargés d'instruction, les DRIS.
On espère que ça va améliorer les délais, mais il y aura toujours des délais de réaction et on sait qu'il y a certains territoires où il y a pas d'instructeur, donc c'est renvoyé vers d'autres territoires. Donc j'ai envie de dire, voilà, l'intention est là, le résultat, on va voir si ça va s'accélérer. Alors sur le partage de plus-value de l'ESS, je pense que chaque réseau a un peu sa vision. Euh, Chez Coopération Milliard, par exemple, a une vision assez poussée pour dire il faut au moins 60% euh, du, de la plus-value soit partagée, ce qui est louable. Alors nous, on a sondé pas mal de financeurs, notamment des financeurs solidaires, parce que quand bien même les fondateurs associés voudraient partager leur plus-value, il se trouve souvent on a des financeurs au board, donc je sais que c'est Chloé qui pose la question, qui est chez SI Gestion, euh, et, et un peu la pratique aussi historique de certains financeurs qui l'ont déjà appliqué. Et en fait, on a estimé que un partage de au moins 20% des plus-values réalisées par les actionnaires, les associés, serait souhaitable et acceptable. Et c'est assez en phase avec des notions aussi de mise en réserve, puisqu'on sait que 20% des bénéfices doivent être mis en réserve impartageables. Donc, pour nous, ça suffirait. Donc, après, c'est des débats politiques au bon sens du terme, propres à nos mouvements. Et après, comment aussi on le formalise? Est-ce que c'est dans des pactes d'associés, dans les statuts, etc. C'est là où, peut-être, sur la technique, on aura besoin d'affiner. Mais la stratégie nationale ne devrait pas s'engager sur un taux défini. C'est simplement voilà, l'intention qui serait inscrite. Et avec qui on le partage. Donc ça, pareil, c'est en débat. Nous, on prône un partage soit avec des salariés et ou avec des structures d'intérêt général et ou un fonds d'investissement dans les ESUS qui vise à développer sur le développement des ESUS ou l'actionnariat salarié des ESUS. Voilà, c'est un peu notre vision. Et sans réponse dans les 2 mois, oui, pour la demande d'agrément ESUS, c'est toujours le délai de 60 jours qui est applicable, ouais. C'est-à-dire qu'on est agréé, faute de réponse dans les 60 jours. Merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors j'en profite juste pour vous dire que vous retrouverez le replay de ce webinaire qu'on vous enverra et notamment qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. On vous enverra le lien. Voilà. Eh bien, merci à tous et merci Merci à tous. beaucoup. Merci pour ces précisions, c'était très intéressant. Au Merci. plaisir. Et, Au Vous pouvez plaisir, nous à très contacter bientôt. pour plus de questions techniques, on tâchera d'y répondre. Est-ce que vous Juste allez pour un partager la retour présentation? d'expérience Et ESUS, on partagera les nous, slides. ça a mis 3 mois. Et avec des échanges toutes les semaines avec les services. Ouais. Bon, bah, ce que je disais, quelque part, c'est rassurant, parce que ça évite les use washing, quelque part. Eh ben, bonne journée et merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Merci au revoir. Au revoir.